Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au balado L'Astuce de ce mois-ci. Ce mois-ci, en fait, je suis très heureux de recevoir un haut dirigeant d'un cabinet de services financiers au Québec, puis un cabinet très, très, très respectable. Je reçois Gino Sébastien Savard de Mika Services Financiers. Gino, merci d'être ici au balado L'Astuce. Ça me fait grandement plaisir que tu sois là. Moi aussi, ça me fait plaisir. Gino, avant qu'on rentre dans toute la discussion, parce qu'on a quand même plusieurs thèmes, puis on va utiliser ton expérience pour parler de tous ces thèmes-là. Je pense que ça va intéresser plusieurs conseillers. J'aimerais ça un peu que tu me parles de Mika puis de toi. En fait, j'ai l'impression que c'est comme la même chose parce que tu as toujours été avec la gang de Mika, mais j'aimerais ça un peu que tu m'expliques. Tu sais, Mika, c'est une entreprise familiale, tu sais, il y a ton frère là-dedans, mais tu sais, ça a parti de quoi? Puis j'ai comme l'impression que dans les dernières années, il y a eu un gros pic de croissance chez Mika encore plus. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ça. Oui. Alors, Mika, effectivement, c'est une entreprise familiale. C'est mon père. Mon père a fondé Mika en 1986, en janvier 86. Mais tu sais, l'histoire de la famille puis de Mika étant profondément interreliée. Là. Nous autres, on est une famille de Gaspésie. Moi, j'étais un saveur de Matane. Mon grand-père était conseiller financier à Matane. Mon père est devenu conseiller financier à Rimouski par la suite, là, après son 2 ans pour se rendre compte que c'était pas ça pantoute. Fait qu'il a décidé de devenir agent d'assurance, parce que c'était ça là, à l'époque, là, c'était agent d'assurance. Ça fait que il est devenu agent d'assurance, mais là, il y avait déjà un bac en pédagogie. Là, il a décidé de faire un bac en droit parce qu'il faisait du marché commercial. Fait qu'on habitait en Gaspésie, mais il a fait un bac en droit à l'Université Laval. Après ça, il a fait sa fiscalité. Puis, à un moment donné, il travaillait un dossier, un gros dossier commercial. Puis lui, il était agent pour l'assurance vie Desjardins à l'époque. Puis il n'y avait pas de produit. Puis là, il a entendu parler qu'Industriel Alliance faisait signer des one-case contracts à des conseillers, puis un petit peu dans le dos de leur assureur, là, de leur employeur. Ça fait que, sauté dans son char, allé à Québec, regarder les produits. Il y avait des produits intéressants pour le dossier qu'il travaillait, signé un contrat, descendu, vendu son dossier, puis là, il n'a pas dormi. Là, il a dit, l'avenir de la distribution de produits, l'avenir de la relation client-conseiller, c'est pas d'avoir un conseiller qui représente une compagnie, c'est d'avoir un conseiller qui trouve les solutions pour les clients. Ça fait qu'il dit, il faut que je fasse ça. Donc, tout mis en vente à Rimouski, déménager la famille à Québec. Moi, j'avais 14 ans à l'époque, en 84, quand on a déménagé à l'été 84, puis monter son projet a pris à peu près, ça a pris à peu près 1 an et demi. Là. Parce que Gino, ça aurait été impossible de développer ça dans le bas du fleuve ou quoi? Bon, ben, tu sais, il voulait, papa, tant qu'à le partir, disait, je vais partir au centre du Québec. Uh-huh. Québec, tu es au centre du Québec, fait que je vais être capable de desservir, parce que tout était très en personne hein, à l'époque. Ouais. On parle de la mi-année 80, là, ça fait qu'il voulait physiquement vraiment être là. Il disait, je ne pouvais pas partir de ça à Rimouski. Ça fait qu'on est déménagé à Québec pour ça. Donc, papa, comme une poignée de dirigeants de cabinet québécois, là, est un des pères du courtage au Québec. Fait qu'on a été un des premiers. Puis au départ, ben, on était très identifié, terriblement identifié à mon père, qui était un pédagogue,
Papa, à la différence de ses compétiteurs, quand il a démarré, Mika, il n'a plus jamais revendu un contrat d'assurance. Il n'a jamais retravaillé un client par lui-même. C'est vraiment mis au service de ses conseillers pour les aider à atteindre un niveau de professionnalisme, défoncer leurs horizons, travailler des marchés qui ont le goût de travailler. On n'a jamais forcé personne à travailler du commercial, mais c'était le BA de mon père. Alors, pendant toutes ces années-là, ça a été ça, très, très centré sur papa, sur la formation, travailler des gros dossiers. Et à la fin, moi, je me suis joint là, à temps plein en janvier 92 à papa. Puis là, ben, rendu là, ça a bien été. On a continué à développer pendant certaines années. Je suis devenu actionnaire en 98. Et à ce moment-là, moi, j'avais déjà une fille de femme. Mon petit frère finissait l'université. Il s'en venait lui aussi avec nous autres. Fait qu'on s'est dit, bon, la consolidation commence. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire pour être encore là dans 100 ans? Fait que, là, on a engagé une firme de consultants, en fait, des consultations publiques auprès de clients, auprès de conseillers financiers. Puis finalement, tout ce qu'on voulait savoir, c'était dans le fond le profil du conseiller financier idéal selon les clients, puis le profil du cabinet idéal selon les conseillers. À la fin de l'exercice, nous autres, on a tout fait pour se coller au profil du cabinet idéal. Et on avait 575 conseillers financiers à ce moment-là. On a, sur 2 ans, rencontré les 575 avec une grille de questionnaires en entrevue à 2 personnes pour déterminer, ils ont-tu le profil ou ils s'approchent-tu du profil du conseiller financier idéal? Puis s'ils s'y approchent, qu'est-ce qui leur manque? On va les aider à aller le chercher. Puis s'ils ne l'ont pas, puis s'ils n'ont pas les valeurs qu'on recherche, on va mettre fin à la relation. Ça fait qu'au bout de 2 ans d'entrevue, après 575 entrevues, on a gardé 75 conseillers. On a mis fin à 500 ententes de distribution. Fait que, ça a commencé. C'est le Mika 2.0. Là. Parce que vous vouliez avoir, en fait, votre image. Puis là, quand on a monté à autant de conseillers, 500 quelques, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, ça se faisait « Ah, je veux distribuer chez vous, voici, il est temps. » Un distribueur de plus, dans le fond? C'était comme ça que ça avait été monté? Ça, nous autres, on a été on était un des 4 distributeurs, entre autres, de Manuvie. On était le seul distributeur de Manuvie hors Montréal. Manuvie au Canada avec 4 GA, 3 à Montréal, 1 à Québec. Fait que nous, il n'était pas rare que un gars de Sept-Îles nous appelait et disait hey, « Je veux un contrat de Manuvie ». On y envoyait une pile de propositions puis un contrat par la poste. C'était comme ça que ça marchait dans le temps. Mais nous autres, on a dit « Non, maintenant, on fait affaire avec des gens qu'on connaît, des gens qu'on est fiers et qui soient associés à nous, puis des gens qui ont le profil vraiment pour bien servir les clients. » Ça fait on avait 26 employés pour desservir 575 conseillers. On a gardé 26 employés, mais on a coupé à 75. Donc là, c'était un ratio 1:3. Puis là, tu vois, en 2024, j'ai 150 employés pour desservir 300 conseillers. Fait que là, j'étais à 1:2 présentement. C'est beaucoup, là. J'espère qu'avec tout l'investissement en technologie qu'on met, je vais au moins revenir en 1:3. Là. Puis, notre plan à l'époque, c'était 1:4. Là. Déjà, c'est toutes des statistiques qui n'ont pas rapport. Là. Dans l'industrie, c'est 1:10, 1:20. Il n'y a personne qui est monté comme nous autres. C'est pour ça que je pense bien, là, pour ça puis pour d'autres choses, là, mais qu'on arrive à très, très bien se démarquer, comme tu le disais là, d'entrée de jeu. On a une solide croissance. Là. Depuis, on a vraiment commencé à travailler de la nouvelle façon, entre guillemets, genre en 2003, là, de 2002-2003. Mais ça prend, avant que ça prenne son envol, ça prend quand même un certain temps. Supposons qu'on travaillait fort. Il y avait beaucoup moins de bouche à oreille, il y avait beaucoup moins de vélocité. Mais là, maintenant, il y a beaucoup de conseillers qui choisissent de venir chez nous. Puis ils sont contents. Ça fait qu'ils parlent de nous autres. Fait que là la roue tourne. Puis c'est vraiment trippant. Mais avec un ménage, mettons, de quasiment, c'est ça, 500 conseillers,
ça a dû être rough les premières années, tu sais, parce que la profitabilité était à 75, là, ça produit, là, 500 personnes, là, tout d'un coup, qui ne... Fait que, tu sais, il fallu investir quand même, tu sais, fait que ça a dû être rough, le début, là. Je peux pas te dire qu'on s'est pas dit une fois de temps en temps, papa puis moi, qui c'est qu'on a fait là, tu sais. Mais ça a quand même pas été trop long on n'a jamais regardé en arrière, on a pris une Ouais. décision. Mhm. Prendre une décision. Les années 2000, c'était un peu plus tough, là, tu sais, mais ça a passé, puis là, maintenant je suis bien content parce qu'on travaille encore exactement de la même façon, on recherche les mêmes valeurs, le même profil de conseiller. Fait qu'il n'y a rien qui n'a changé. On n'a jamais fait d'acquisition, Jean-Sébastien. Nous, c'est conseiller par conseiller. On se plaît. Nous autres, notre modèle d'affaires, il plaît. Lui, il nous plaît. Puis c'est un conseiller à la fois que ça rentre chez nous. Puis c'est un choix mutuel. Puis, fait qu'il n'y a jamais eu d'acquisition. Puis il peut très difficilement y en avoir une parce que si on faisait une acquisition, il y aurait plein de conseillers qui nous aimeraient pas ou qu'on n'aimerait pas. Puis c'est pas ça. C'est ça ma prochaine question. Tu sais, si tu fais une acquisition, tu as peur de détruire la valeur directe de Mika, dans le fond, parce que tu attires des gens que c'est pas toi qui as embauché, là. C'est en plein ça. Puis l'esprit ne sera pas le même. C'est vraiment... C'est très familial. Il y a beaucoup de proximité, il y a beaucoup de relations. On a du fun. On a vraiment beaucoup de fun chez nous à travailler. Puis ben, tout ça tourne autour du fait que ça n'a pas été un mariage imposé là, au départ. Là, on choisit, puis après ça, ben, les conseillers qu'on choisit, ils arrivent, puis ils voient comment est-ce qu'on se fait en quatre pour leur donner du service, puis qu'on prend à cœur le succès. Ça fait que ça marche, mais ça se fait un conseiller à la fois. Là. Tout à l'heure, tu as fait un parallèle avec, on investit massivement en technologie. Fait que, le conseiller gagne au final, là, que tes systèmes soient plus efficaces, que le conseiller ait plus d'outils, il gagne au final. Puis comment c'est, mettons, d'investir massivement en technologie quand que, mettons, les compétiteurs, maintenant, c'est rendu des géants, là, on s'entend, tout a été consolidé. Fait que, c'est parce que les systèmes, c'est les mêmes, là, fait que ça prend autant d'argent pour un gros que, comment tu vis avec ça? Puis tous ces investissements-là en technologie, là, ça paye-tu ou ça va payer à un moment donné, mais tu vas être prêt, tu vas être en avance des autres parce que tu es plus petit? Comment que ça fait? C'est une excellente question, puis c'est des trucs auxquels bon, oui, on se questionne, on s'est questionné, on se questionne plus beaucoup maintenant. C'est sûr qu'on essaie de garder le contrôle sur le bateau, là, mais il est évident que Mika, pour sa grosseur, les investissements technologiques, là, ça a comme pas rapport, là, le niveau d'investissement qu'on a mis, mais on n'avait pas le choix. Ouais. Je répète, on est toujours animé par le fait qu'on veut qu'il se préserve des endroits où on peut faire du conseil financier de façon complètement indépendante. Ça fait qu'on va être encore là dans 100 ans. J'ai 2 de mes 3 enfants qui sont avec moi déjà, puis mon frère est là, ses enfants sont plus jeunes, mais manifestent de l'intérêt déjà. La relève semble bien être alignée. Puis donc, ça peut nous permettre là, d'être encore là à long terme. Puis si on veut être là à long terme, il faut torcher en technologie parce que sinon, là, oublie ça. Là. On a bien beau être fin, puis 7 ans maintenant. Il faut être un leader en techno, fait qu'on on développe notre propre portail. C'est ça l'affaire. Oui, on paye des logiciels, on paye un logiciel comme Quest, par exemple. C'est IG qui l'a, Sun Life. Maintenant, je pense que Horizon l'a acheté, là, mais je ne suis pas certain. C'est ça, nous autres, à notre échelle, c'est beaucoup plus petit. Nous autres, on travaille avec ça. Sauf que au niveau de notre portail, nous autres, on a 14 programmeurs à temps plein chez nous qui codent sur le portail, qui l'améliorent sans arrêt, puis qui travaillent aux amalgames puis au développement de solutions technologiques qui fait que définitivement, on est en haut de la parade. Puis on est dur à rattraper parce que beaucoup de vélocité, on se vire d'abord vite.
Mhm. J'ai plusieurs employés qui ont quitté des gros assureurs, des banques pour venir travailler chez nous parce qu'ils disent on était tannés de travailler pour rien. Mhm. Ça, une grosse institution financière, ça travaille, ça travaille, ça travaille dans un sens, d'un coup, ça change de direction, puis ça floche, puis ça recommence, puis ça passe beaucoup de temps à étudier, pas nécessairement assez collé sur le plancher. T'sais, nous autres, il n'y a pas personne qui n'a pas son permis chez nous. On sait c'est quoi la relation client-conseiller, on sait c'est quoi servir des conseillers, on sait c'est quoi qu'on a besoin. Mhm. Puis on questionne beaucoup aussi notre réseau, puis il nous en donne énormément. Il nous donne énormément d'inputs, ça fait que ça nous permet d'améliorer sans arrêt les solutions technologiques qui soient vraiment orientées sur ce qu'ils ont vraiment besoin et non pas sur ce que la banque ou la compagnie Mhm. d'assurance a besoin pour se protéger. C'est pas ça. Ouais. Là. Nous autres, c'est bâti pour servir le conseiller financier et le client de façon sécurisée, parce que ça, c'est une autre affaire. Hein. Ouais. Mais ça m'amène justement à parler de tout le volet de l'intelligence artificielle qui font partie de la technologie au niveau des investissements. Ça fait-tu partie? Parce que là, on voit les assureurs en utiliser un petit peu plus, certains, même probablement les dealers au niveau des fonds commencent à utiliser ça dans leur stratégie d'investissement. Chez Mika, ça a-tu une place dans la structure administrative ou c'est en étude? Comment vous voyez l'intégration de l'intelligence artificielle chez Mika? On a, on est en train de travailler ça avec une firme externe Mhm. euh, qui s'appelle ServiceNow. C'est un distributeur américain. De l'amélioration continue de nos processus opérationnels, puis une digitalisation de nos processus à l'interne en utilisant l'intelligence artificielle pour aider le service. Ça fait que Mhm. ça, c'est déjà, on est en mise en place avec eux. Ce qu'on a développé jusqu'à maintenant comme outil à l'interne au niveau de notre portail n'a pas d'intelligence artificielle, mais on l'utilise. On encourage nos employés, nos conseillers à l'utiliser à bon escient naturellement en se vérifiant. Mais à l'interne, c'est utilisé, mais c'est utilisé à la pièce par des conseillers. On Mhm. va systématiser de l'utilisation dans les prochaines années. On est là-dessus. Alors, mais Vas-y. on est old-fashioned comme business. Là. Mhm. Oui, oui on avance rapidement au niveau techno, mais tu appelles chez nous, à Montréal, à Québec, on a un et une réceptionniste. Les gens parlent à du monde, on n'est pas. On est relation, là. On est fait de même, puis on n'a pas le goût de dénaturer ça. Mon père se virerait dans sa tente si on faisait ça anyway, mais on serait épais de ne pas utiliser tout ce qu'il y a Mhm. pour faciliter par en arrière le travail. Comme je te dis, je n'ai pas le goût d'avoir moins d'employés. Mon staff et les conseillers chez nous puissent se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, puis que, bon, ben, ce qui peut être fait de façon répétitive et organisée avec moins d'erreurs, ben, que ce soit fait par les systèmes puis par l'intelligence artificielle. Puis pour le travail du conseiller, parce que je sais que les conseillers sont complètement indépendants, fait que, mais j'imagine qu'on essaie de les encadrer quand même d'une certaine façon. Puis là, ben, on en voit de plus en plus utiliser de l'intelligence artificielle. Puis même, j'ai vu un cabinet aux États-Unis là, qui testait des trucs que, mettons, le conseiller faisait plus de notes, là, il faisait son rencontre, il était espionné, je vais le mettre en guillemets, par l'intelligence artificielle. En arrière de tout ça, son intelligence artificielle préparait sa documentation, envoyait les signatures électroniques, prenait des notes, mettait tout l'enregistrement. Puis il y avait même, si exemple, je vais donner un exemple, j'ai pas fait mes avis de divulgation. Ben, mon chef de conformité, quand que ça fait 5 sur 10 que tu ne reçois pas, ça pop-up. Puis là, bon, il y a une intervention à faire avec ce conseiller-là. Fait qu'il y a un gain d'efficacité, un, pour le cabinet, mais aussi pour le conseiller. Tu sais, si moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de rencontrer mon client, parce que tu dois te le faire dire par tes conseillers, le fardeau administratif du conseiller a pris de l'ampleur. Ben, j'imagine que tôt ou tard, on va voir ça intégré. Puis moi, ce que j'aime d'un cabinet aussi polyvalent que le tien, c'est que c'est vous autres qui défrichez, dans le sens que le gros, lui, il attend un peu, il attend de voir ça vaut-tu vraiment la peine. Mais quand que les cabinets
les petits cabinets au Québec qui tiennent la distribution, ils l'embarquent, ben là, les gros finissent par suivre. Puis là, finalement, c'est le public qui gagne, c'est l'efficacité. Tu sais, on va dans les institutions financières, parfois 1500, 2000 clients par conseiller. Tu sais, c'est impossible d'offrir toute une bonne gestion à tout ce monde-là, mais peut-être qu'avec un peu de technologie, un peu d'intelligence, c'est possible parce qu'au final, j'ai l'impression qu'il manque de conseillers à travers le Québec. Fait que tu sais, l'intelligence dans la pratique du conseiller, ben, pas qu'on compte sur toi, mais j'imagine que Mika va mettre l'accent là-dessus éventuellement pour que justement, ben voici comment ça fait. Puis on est capable de vous montrer que ça fonctionne, mais reste le volet sécurité, il reste quand même important là-dedans, si je ne me trompe pas. Oui, il y a le volet sécurité est important. Puis, tu sais, je crois fermement au volet humain, mais de la façon dont tu viens de le décrire. Tu sais, moi, je suis persuadé que c'est pas si, c'est juste quand ça va être implanté ici au Québec. Et on serait sans dessein en tabarouette de ne pas utiliser ce que la technologie peut nous permettre pour faciliter notre travail. Tu sais, on le fait déjà, là, l'univers d'un conseiller financier, genre comme moi, là, qui a commencé dans les années 80. Je t'annonce que je ne ferais pas le 10e du travail que je fais si je n'avais pas de la techno pour m'aider. Mais là, maintenant, la prochaine révolution, le prochain step va venir avec l'intelligence artificielle. C'est sûr que ça représente des menaces, mais des menaces, il y en a tout le temps. Il va tout le temps en avoir. Puis moi, je suis un peu, je suis quelqu'un de positif là, qui croit que l'humain a besoin d'humain. Là. Ça fait que moi, je pense que l'humain doit rester au centre, mais doit rester au centre avec toute la facilitation possible au niveau de son travail qui va être amenée par la techno puis l'intelligence artificielle. Tu sais, des pubs comme Questrade qu'on a vu pendant le Super Bowl, là, tout ça, ça me donne mal au cœur, moi. Ce focus-là uniquement, c'est frais, non pas sur la valeur du conseil. Oui, il y a bien du monde, c'est correct, il y a bien du monde qui vont faire leur premier pas sur des plateformes, sur des plateformes en ligne, puis en travaillant uniquement avec de l'intelligence artificielle. Mais j'ose espérer qu'un moment donné, après s'être pété à la face un peu, ils vont se virer vers un humain, puis ils vont se dire, ben là, maintenant, j'aimerais ça être en relation avec quelqu'un qui me calme quand il faut que je sois calmé, puis qui me pousse un peu quand j'ai besoin d'être poussé, parce que c'est ça qui, à la longue, change les rendements. Là. Moi, j'y crois dur comme fer. Là. Fait qu'en tout cas, à mon avis, il va toujours y avoir de la place, en tout cas, pour disons, mon horizon de 100 ans dont je parle depuis le début, pour l'humain dans notre industrie. Puis comme tu l'as dit, il en manque. Il faut aussi s'organiser pour que notre secteur d'activité soit sexy pour les jeunes, qu'il soit attrayant pour les jeunes, pour qu'on soit capable d'attirer. Puis ça, ben, ça passe par plein d'affaires, dont quelques petits changements législatifs là, sur lesquels on travaille. Je voulais parler de distribution, mais ça va m'emmener quand même là-dessus. Tu sais, on parlait, par exemple, tu sais, la rémunération pour un nouveau conseiller indépendant, là, parce que dans les gens qui nous regardent, il y a des gens en banque, il y a des gens... Moi, je ne suis pas contre aucun modèle. Je pense qu'on a besoin de toutes sortes de trucs, mais un conseiller qui commence aujourd'hui toute seule, qui a 22, 23 ans, ça peut être rough, là, tu sais, dans le fond. S'il va distribuer des fonds mutuels, il va avoir une paye qui ça prend beaucoup d'actifs pour finir par en vivre. Tout le volet des frais d'acquisition reportés ne sont plus là. La rétrofacturation sur les fonds distincts existe encore, mais on a comme tendance à vouloir effacer ça pour éviter toutes sortes de conflits. C'est quoi ton opinion là-dessus, sur le démarrage d'un nouveau conseiller, puis de la rémunération qui vient avec ça? Maintenant, versus ce que ça pouvait être justement lorsqu'il y avait des comités, différents niveaux de commission, entre autres, pas des chargebacks, mais des frais de sortie en investissement. Ben là, partir en 2024 à 22, 23 ans, ça prend de l'aide. Donc, tu démarres ta carrière auprès d'une institution financière avec un salaire de base, comme junior dans un cabinet établi avec une rémunération de base, parce que sinon, il y a très peu d'élus qui vont être capables vraiment de démarrer. Il y en a, mais c'est rare.
C'est très, très rare parce que c'est très, très difficile de pouvoir gagner sa vie là, de façon convenable. Puis, tu sais, on est dans un environnement de plein emploi. Là. Les jeunes, je les comprends, là, ils ne veulent pas crever de faim pendant 4-5 ans là, à commencer quelque chose quand tout le monde se garoche après eux autres comme la misère sur le pauvre monde là, pour leur offrir des jobs bien rémunérés. Mais c'est des jobs. Si tu as de la fibre entrepreneuriale, je les vois, les jeunes, là, ils commencent des études en finance, ils veulent être CFA, ils veulent être gestionnaire de portefeuille, puis tout ça. Mais là, en cours de processus, puis en stage, ils se rendent compte qu'ils ne veulent pas être des rats de laboratoire, là, puis enfermés dans le bureau devant un ordinateur tout le temps. Ceux qui aiment le monde, qui ont l'esprit entrepreneurial, ben là, ils se mettent à chercher, puis ça ne leur est pas présenté beaucoup comme métier, mais c'est dur à commencer. Mais dur, mais pas impossible. Ça prend de l'aide. Il faut pouvoir commencer quelque part. Là. Est-ce qu'on protège vraiment Parce que, tu sais, dans le fond, toutes ces affaires-là, au niveau de changer la commission, c'était pour éviter toutes sortes de conflits d'intérêts. Puis, tu sais, l'idée en arrière est bonne, mais est-ce qu'on protège vraiment le public en rendant l'accès à un conseiller financier difficile? Parce que moi, je le vois un peu comme ça. Tu sais, moi, dans le fond, c'est que mon client qui a 25 000 à investir, tu sais, il va me prendre le même temps qu'un client qui a 500 000, qui a 1 million. Fait que moi, je vais restructurer ma pratique pour m'occuper de ces gens-là. Mais finalement, la masse de personnes, là, elle, il n'y a plus personne qui veut s'en servir. Fait que finalement, est-ce qu'on essaie de protéger le public? Est-ce qu'on nuit finalement à la protection du public en jouant sur cette rémunération-là? C'est plate à dire, hein, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Puis au départ, les ACDM, les différents paliers les différents niveaux de gouvernement, mais surtout les ACDM canadiens étaient bien intentionnés. Ils étaient bien intentionnés, mais à chaque fois, on faisait des représentations en lui disant vous allez avoir l'effet contraire. Il va y avoir moins de conseillers per capita pour servir la population. Il va y avoir concentration, il va y avoir moins de produits, moins d'offres. Puis c'est exactement ce qui est en train d'arriver. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Ça fait que si tu veux qu'on fasse, on le dit, je ne pense pas qu'il y ait eu une consultation dans les 20 dernières années auquel on n'a pas participé, puis on n'a pas donné notre point de vue, puis essayé d'influencer, mais on influence jusqu'à mesure du possible. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tu veux pas, ça va influencer la distribution parce que la personne qui n'a pas accès, ben, va se retourner vers un robot conseiller, il va se retourner vers ces plateformes-là. Puis ces plateformes-là, quand on les regarde, disons, je vais sur Wealthsimple Trade, ben, que Wealthsimple fait probablement beaucoup d'argent en exposant la crypto-monnaie parce qu'on dirait que c'est quasiment juste ça qu'on peut acheter sur ce site-là, mais c'est pas ça qu'on peut s'acheter, mais la façon que le site est monté, c'est très facile d'acheter de la crypto-monnaie. C'est plus ça que je veux amener avec ça. Là, ça amène les gens vers ces plateformes de distribution-là. Mais là, si tout se dirige vers là, c'est comment qu'on voit l'évolution de la distribution au Québec, au Canada, parce que il y a eu beaucoup d'argent qui a été lancé dans ces plateformes-là par des grandes firmes. Mais ces plateformes-là, est-ce qu'ils atteignent les résultats qu'ils veulent aujourd'hui? Parce qu'au final, où les gens ils rentrent là, mais ils finissent par revenir à un conseiller? Ben, là, moi, ce que j'en sais, c'est qu'il y a quand même de la vida. Ça rentre et ça sort. Comme on a connu des années un peu plus difficiles dernièrement, ben, les limites les limites du modèle ont été exposées. Fait qu'encore là, on a vu des mises à pied fin 2023 autour de ça, entre autres chez Wealthsimple, puis tout, mais ça va revenir parce qu'il manque de conseils. Ouais. C'est sûr que ça va revenir. Mais j'ose espérer, Jean-Sébastien, que justement, les gens vont commencer là, puis vont justement migrer vers un conseiller qui va pouvoir les aider lorsqu'ils auront un peu trop d'argent pour jouer. Ouais. Parce que quand tu es tout seul et tu ne connais pas ça, tu joues. Puis jouer avec sa retraite, c'est pas une bonne idée. Tu joues au casino avec 100$, ça va, là, mais tu ne joues pas au casino avec ta retraite. Là,
C'est ça. Je veux pas. Le but, c'est pas d'être un balado politique, mais tu penses-tu que, mettons, le volet éducation du service financier ou, mettons, des finances personnelles a une lacune? Parce que, tu sais, si on a autant besoin d'un conseiller, ben, c'est parce que les Québécois connaissent pas tant que ça leur service, tu sais, comment ça fonctionne, un REER, un CELI, une carte de crédit, etc. Fait que, tu sais, il y a probablement le volet éducation qui a un rôle là-dedans. Tu sais, pourquoi je suis pas capable de m'auto-conseiller comme pour monsieur, madame, tout le monde? Parce que je ne l'ai pas appris, dans le fond. Et la littératie financière au Canada fait grandement défaut, puis au Québec, c'est encore pire. Puis peu importe le niveau d'éducation des gens. Il y a une notoriété publique que les médecins, très souvent, quand ils finissent leurs études, dépensent net ce qu'ils gagnent brut. Là. Mais pourtant, ils ont un doctorat. Là. Ça fait que mais c'est encore pire pour les gens naturellement, les gens qui vont être allés à l'école moins longtemps vont avoir eu moins de chances d'avoir été en contact un peu avec de la littératie financière. Le ministre des Finances, dernièrement, aux rencontres de l'AMF, s'adressait à l'industrie et disait c'est un gros problème, mais le problème, c'est pas que la littératie n'existe pas, c'est qu'elle ne se rend pas. C'est ça. Fait que je suis allé jaser avec après pour lui dire hey, justement, elle se rend, mais c'est nous autres qui la rend dans la cuisine, la littératie financière. C'est ça le rôle qu'on fait. Fait que naturellement, mon objectif était de lui rappeler qu'il fallait qu'il se penche le plus rapidement possible sur le dossier de l'incorporation parce que tant que ce dossier-là ne sera pas réglé, ce qu'on est en train de vivre présentement, c'est qu'il y a plusieurs conseillers qui devraient prendre leur retraite et qui ne la prennent pas parce qu'ils n'arrivent pas à vendre, parce que leurs acheteurs, pour acheter, l'institution financière pour prêter demande un bilan, veut acheter une incorporation, elle veut prêter à une compagnie. Les banques n'en ont rien à foutre d'une liste de clients et d'un achalandage. Ils veulent voir les états financiers, c'est ça qu'ils comprennent. Ça fait que, tu sais, là, présentement, tu le sais, on voit les statistiques de la CSF. Il y a un peu plus là, de conseillers financiers dernièrement, mais c'est artificiel. Il y a plus de conseillers financiers parce qu'il y a des conseillers qui devraient prendre leur retraite qui ne l'apprennent pas parce qu'ils sont en attente, ils n'arrivent plus à vendre. Puis des jeunes, peut-être qu'il y en a qui feraient une incursion, qui viendraient, puis qui ont un peu d'argent ou qui ont accès à du capital, mais ils n'arrivent pas à financer vraiment leurs transactions à cause de ça. Ça fait que c'est l'éléphant dans la pièce là, à l'heure actuelle. Mais parle-moi un peu de ça. D'ailleurs, ça faisait partie des sujets, l'incorporation de la pratique en fonds communs de placement, parce que la pratique en assurance et en planification financière peut être incorporée. Je sais que tu fais beaucoup de lobbyistes là-dessus, en fait, là, parce que oui, point de vue professionnel, c'est intéressant, mais point de vue continuité, parce que tu es très impliqué, puis tu sais, des fois même, je me dis, tu es dans beaucoup de choses, puis je sais que tu n'es pas là pour le volet business, tu veux amener le service financier au Canada à un autre niveau, fait que tu mets beaucoup de temps là-dedans, puis je l'apprécie, là, en fond, tu es notre voix, là, mais le volet incorporation, ça fait longtemps que tu y travailles, on en est où là-dessus? Il n'y a pas d'avancée, tu sais, comment c'est arrivé, en fait, que le volet de l'assurance pouvait être incorporé, mais pas le volet du fonds mutuel, tu sais, qu'est-ce qui a amené là? C'est ça, c'est que, bon, avant, disons, à partir de 98 avec la LDPSF, c'était clairement établi qu'il pouvait y avoir partage. Pas incorporation, mais partage. Parce que il y a très longtemps, jadis, je dirais que les institutions, les compagnies au niveau placement avaient une petite crainte ou les ACBM avaient une petite crainte de voile corporatif au niveau du conseil en valeur mobilière. Mais je la sens absolument plus maintenant. C'est plus du tout ça le problème. Mais au moins, là, en 98, avec la LDPSF ici au Québec, le partage était correct. Le problème, c'est qu'il y a eu différents changements législatifs, puis à un moment donné, le milieu des fonds communs de placement est passé de la LDPSF à la loi sur les valeurs mobilières avec le projet de loi 141. Et ce passage-là, comme par accident, on s'est ramassé sur une autre loi, puis là, le partage n'était plus légal. Le partage n'était plus permis. Carlos Letao, quand on y a dit, on était en 2000,
On est en 2000 quoi? Je pense qu'on est en 2009, 2006 même à ce moment-là. Non, pas 2006, 2016. 2016. Il a tout de suite dit, tu sais, dans son budget qu'afin de préserver les modèles d'affaires et les pratiques usuelles en services financiers, le projet de loi 141 allait être amendé pour permettre le partage de commissions. Mais il a eu bien beau écrire ça. Quelques années plus tard, à partir du début de 2020, Revenu Québec, qui interprète uniquement le règlement, un paragraphe du règlement 31-103 qui est la colonne vertébrale de la loi sur les valeurs mobilières là, dans notre secteur d'activité, ben, pour distribuer des fonds communs de placement, il faut être un individu. Ce n'est pas permis par 31-103, alors on taxe tout le monde. Fait que ça a été un énorme recul dans notre industrie. Puis c'est pour ça qu'on travaille fort, très, très fort. Là. On travaillait avant 2016, mais là, depuis 2016, on travaille extrêmement fort pour essayer d'obtenir l'incorporation parce que, tu sais, on a obtenu des gains, là, puis de faire écrire par le ministre que le partage est inclus, mais présentement, le nerf de la guerre, c'est que Revenu Québec interprète que toute commission doit être reçue par le conseiller. Et ensuite, le conseiller, s'il veut faire du partage, comme il est prévu qui était prévu dans le projet de loi 141, ben, il doit facturer son cabinet DPS TVQ pour une vente. Et quand est-ce qu'on fait une vente en fonds commun qui amène une commission? Jamais. Il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Ça fait que on va faire une facture mensuelle pour facturer 1,25 $, 3,40 $ à notre cabinet. On va charger TPS TVQ, ça n'a ni queue ni tête. Là. Ça n'a ni queue ni tête. Ça fait, mais ils s'en foutent, ils cotisent. À l'heure actuelle, là, ils sont là, puis ils cotisent, puis ils créent tout un paquet de drames humains parce que c'est pas des bandits, ces conseillers financiers-là. Là. Ils ont agi avec une loi en arrière d'eux qui disait que c'était légal. Tout le monde était bien intentionné. C'est pas de l'évasion fiscale, mais Revenu Québec, c'est en stack. Fait que c'est pour ça qu'on travaille bien fort. Là, la nouveauté, Jean-Sébastien, c'est que, bon, ben, tu sais que, bon, par c'est pas vraiment une fusion, mais il y a un nouvel organisme pan-canadien qui a maintenant force de loi, qui est l'OCRI, qui est un amalgame de l'ancienne OCR-CDM et du MFDA. Et ça, ben, l'AMF au Québec a donné une délégation de pouvoir, dans le fond, à OCRI. OCRI est en train de consulter pour savoir quelles seront ses politiques et règlements et tout. Puis là, à l'heure actuelle, il y a une consultation sur justement le fait qu'OCRI permette à ce qu'on verse la commission à une incorporation directement. Ça fait que ça c'est une belle avancée, mais n'en demeure pas moins que ça va prendre un changement législatif. Ça va prendre un changement à 31, soit une loi ou soit un changement à 31-103, parce que tant que ça ne sera pas clair, Revenu Québec, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça fait qu'on travaille fort. Je t'annonce que je suis un petit peu tanné. Là. Ça fait longtemps que je fais du lobbying dans ce dossier-là, puis je suis loin d'être tout seul. Là. On est quelques-uns là, au Québec à travailler bien fort sur ce dossier-là, mais ça va être le fun quand ça va être réglé. Il faut que ça se règle. C'est ridicule. Parce que je vois aussi que ça peut amener plein de mauvaises pratiques. Ça retourne des gens à dire moi, je fais juste de l'assurance. Fait que je suis moins conseiller polyvalent, puis on peut les comprendre. Il y a un enjeu là-dedans aussi. Ça peut amener des gens à peut-être proposer des fonds distincts à des clients qui ne devraient peut-être pas avoir de fonds distincts aussi. Fait que ça peut amener des mauvais comportements pour les conseillers également, cet enjeu-là. Fait que finalement, c'est pas juste passer la clientèle à... Ça amène tout le volet mauvais comportement, c'est pas le bon produit, puis tout ça. Fait que, dans le fond, ce problème-là pourrait régler plein d'autres problèmes aussi. Là. Oui, ben c'est ça.
c'est ça, c'est ça. L'arbitrage dont tu fais référence, effectivement, ça peut arriver. C'est pas arrivé de façon. Il n'y a pas eu de raz-de-marée, il n'y a pas eu d'exode vers les fonds distincts. Ça ne s'est pas passé, mais c'est sûr qu'il y en a eu. C'est sûr qu'il y en a eu. Ça fait que, au passage, c'est sûr qu'il y a des clients qui ont été mal conseillés parce que bien qu'on travaille dans un super bel environnement puis que 98-99% des conseillers financiers soient honnêtes et bien intentionnés, ben, chez nous comme ailleurs, il y en a des moins bons. Là, puis de faire ça, ben, ouvrait la porte, dans le fond, donnait prétexte à ces gens-là pour donner des conseils qui n'étaient pas nécessairement les bons ou qui n'étaient pas adaptés aux besoins des clients. Oui, tout à fait. Gino, je vais terminer. J'aimerais ça qu'on parle. C'est quoi que tu vois les enjeux au niveau. Ben, on en a parlé un de l'incorporation, là, mais tu vois-tu d'autres enjeux au niveau de la distribution au Québec? Tu sais, puis là, je parle principalement de Québec. Là, puis, tu sais, là, je parle autant au président de MICA qu'au président du Conseil de la Chambre de la sécurité financière. C'est quoi les gros enjeux qu'on voit au Québec pour les 2-3 prochaines années? L'arrivée d'Ocri amène des enjeux. Ça peut être. Ça peut, et j'espère que ce ne sera que positif en facilitant un peu plus le travail valeur mobilière, épargne collective sous le même toit. Ça peut amener une simplification administrative pour permettre d'augmenter l'offre. Parce que tu en as parlé tantôt, l'offre elle est de plus en plus réduite. La consolidation, ça n'a pas de bon sens, la consolidation au niveau des services financiers. J'ai commencé, quand j'ai commencé au début des années 90, je pense qu'il y en avait 50, 60 des MGA au Québec. Puis là, des gros joueurs multidisciplinaires, on est 3. On est peut-être 10 au total. Ça, c'est pas bon pour les consommateurs, c'est pas bon pour les conseillers financiers indépendants. Ça prend de l'offre. Ça fait que j'espère que. Moi, je travaille pour que ça reste, puis j'espère que certains de mes compétiteurs vont rester en place aussi, parce que je ne voudrais pas être le seul seul devant la machine, là, à me débattre devant des institutions financières. C'est dangereux. C'est sûr que j'y vois un danger. Ça prend de l'offre. Et on le voit, qu'est-ce que ça fait quand il n'y a pas d'offre? On voit ce qui arrive avec nos cellulaires, avec nos compagnies d'avion, même avec nos banques. Ça fait que ça en prend de l'offre pour que ce soit sain comme milieu. Puis là, il y en a de moins en moins. Puis l'offre qui demeure ben, est tout le temps biaisée. Ils ont bien beau dire ce qu'ils voudront. Les banques, les compagnies d'assurance, les compagnies de fonds ne s'achètent pas des réseaux pour ne pas les utiliser. Ce n'est pas des imbéciles. J'ai tout à fait confiance dans leur intellect. Puis moi, je t'annonce que si j'achetais un réseau de distribution, ça ne serait pas pour que rien ne change. Ça serait pour que ça change et pour qu'ils vendent mes produits. Ça fait que c'est normal, c'est brillant, mais c'est dangereux. Puis tant qu'il y a des pics, des groupes cloutiers, des MICA, à force, on est des empêcheurs de tourner en rond pour les institutions financières. Il faut toujours qu'ils se gardent une petite gêne parce que s'ils sont trop agressifs, ben là, les conseillers vont se fâcher et vont venir chez nous. Oui, tout à fait. Mais il faut être là. Parce que le jour où on n'est plus là, puis que tu peux juste passer du réseau qui appartient à Power Corp au réseau qui appartient à Industriel Alliance, ou à celui qui appartient à Desjardins, ben là, tu es partout pareil. Là. Et Gino, en terminant, parce que tu as travaillé avec beaucoup de conseillers dans ta vie, puis là, il y a beaucoup de conseillers qui écoutent ce balado-là. Si tu avais un conseil à donner à un conseiller pour l'avenir, en fait, comment que le conseiller peut avoir une bonne pratique? C'est quoi le conseil que tu aurais à donner à un conseiller si... Je sais que tu es encore ton conseiller, tu fais encore de la distribution, mais ce n'est pas ton core business, mais si tu étais conseiller demain ou tu avais embauché quelqu'un, tu en embauches déjà, mais ce serait quoi le conseil que tu aurais à donner? Ben, moi, je ne crois pas que dans l'avenir, on va réussir si on n'est pas multidisciplinaire. Si on ne veut pas l'être, si on ne veut pas travailler à 360 degrés, travaillons en équipe pour offrir un service 360 degrés à nos clients.
Définitivement, moi, je trouve que c'est primordial parce que les gens veulent faire confiance, veulent avoir un conseiller ou un cabinet avec lequel ils travaillent, puis avoir l'âme en paix, dormir les deux yeux fermés en sachant ce que j'ai besoin. Mon conseiller m'en a parlé, me l'a proposé, on en a discuté ensemble. Mon environnement financier est sécure parce que j'ai du bon conseil. C'est cette pression-là qu'on a. Puis c'est un rôle très important. On est un service essentiel dans la société. Ça fait qu'il faut le faire avec sérieux. Puis on ne peut pas dire bah, moi, j'aime pas ça, l'assurance, fait que j'en proposerai pas parce que si le client, lui, il n'y a personne qui lui en propose, puis des gens l'appellent pour lui offrir d'assurance, puis j'avais besoin de quoi, mon conseiller m'en parlerait parce que j'en ai un super bon. C'est là où ça ne marche pas. Là. Ça fait que soyez multidisciplinaire, soyez organisé, structuré. Vous n'avez pas le choix là, dans l'environnement actuel. Puis vous avez bien choisi, vous faites le plus beau métier du monde. C'est extraordinaire comme job. Là. En faisant ça, comme tu dis, là, aller 360, c'est non seulement le client gagne, le public gagne, mais conseiller, s'il va regarder sa rémunération en fin de l'année, puis il va avoir gagné aussi là, de fait d'avoir travaillé comme ça. Puis comme tu dis, ben, s'il ne veut pas le faire, ben, on cherche à augmenter le nombre de conseillers talentueux. Ben, il y a des jeunes conseillers aujourd'hui c'est ça, qui recherchent un mentor pour travailler, puis qui ont des idées, sont innovants. Fait que, ça revient à le travail d'équipe. Je pense que tu as raison là-dessus. Ça fait partie de l'avenir. Une personne toute seule, ça devient difficile, mais en équipe, ça peut être vraiment intéressant. Travailler 360, puis chaque client mérite du service. J'arrête pas de le dire. Souvent, les conseillers à succès ont trop de clients, mais chaque client mérite du service. Peut-être pas le tien, mais segmente ou incorpore de l'aide dans ton cabinet parce que tu as des clients qui n'ont pas de service. Ils n'en ont pas, puis tout le monde en mérite. Ça fait que c'est là où on peut faire la place justement aux jeunes puis s'assurer d'avoir de la continuité dans notre industrie. Gino Sébastien Savard, merci d'être venu au balado. C'est vraiment apprécié. C'est intéressant de voir un peu comment. Moi, je te côtoie avec la Chambre, fait que je connaissais un peu toute ta vision là-dessus, mais je pense que c'est intéressant de la partager avec les autres conseillers. Fait que, à mon nom et au nom des conseillers, merci d'être là. Merci d'avoir été là aujourd'hui pour ce balado.